Europe 1, mai 68. Reculez! Les étudiants chargent! La révolte sur les ondes. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu autant de violence. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. De Nanterre aux premières barricades. Tout commence le 22 mars 1968 dans un amphithéâtre de la faculté de Nanterre. Un étudiant nommé Patrice Louis assiste à une assemblée générale. L'ordre du jour, la libération de membres d'un comité dénonçant la guerre du Vietnam et arrêtés après le saccage d'une agence de l'American Express à Paris. Avec son petit magnétophone, l'étudiant, qui deviendra journaliste un peu plus tard à Europe 1, enregistre un étudiant en sociologie qui prend la parole. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Pour que l'opinion publique parle de ce qui s'est passé, pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons de ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre où nous resterions toute la nuit pour déterminer notre volonté que les victimes de la répression policière, que ce soit Xavier Langlade de la faculté de Nanterre, que ce soit Bout, membre du comité Vietnam national, ou que ce soit les étudiants de Caen, ou que ce soit les étudiants de Nantes, nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la répression soient libérés. Alors, le problème de l'occupation toute la nuit, ça avait précisément aussi cet objectif de permettre de discuter d'une manière ininterrompue de tous ces problèmes. Je suis pas d'accord avec toi, Dany, comme tu dis, c'est simplement une action symbolique. C'est pas simplement une action symbolique parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire d'autres choses spectaculaires, faire des communiqués dans la presse, faire appel à la Ligue des droits de l'homme, il y aurait beaucoup de trucs. C'est aussi une modification dans une certaine mesure du rapport de force. Dans la mesure où on a été capable, à partir du moment où le matin, 4 militants ont été arrêtés, de réunir ici 150 personnes pour occuper, pour faire une action qui sort un peu de l'ordinaire. Et ça, habituer l'administration d'une part, et la police d'autre part à la réaction immédiate, c'est important. Et c'est pas seulement un problème symbolique. Des groupes d'action violente détériorent la faculté, essayent d'y imposer la terreur et développent chez les étudiants, comme dans le personnel, une crainte qui rend tout travail sérieux impossible. Nous avons ici peut-être des conditions et un milieu plus favorable pour une agitation de cet ordre, que je pense avoir des buts précis qui sont la destruction de l'université et qui reçoit probablement des soutiens et des consignes extérieures à l'université, mais c'est la destruction de notre institution qui est en vue. La fermeté du doyen de la faculté de Nanterre, confortée par le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte. Il y a eu des débordements de violence qui viennent de quelques dizaines d'anarchistes, d'enragés comme ils s'appellent eux-mêmes, et il est tout à fait inadmissible que quelques dizaines d'enragés empêchent les 12 000 étudiants de Nanterre qui travaillaient avec beaucoup de sérieux, les empêchent de préparer leurs examens, occupent les amphithéâtres pour tenir des meetings, mettent à la porte des professeurs. Tout cela est parfaitement déplorable. Et c'est pourquoi la décision du recteur de l'Académie de Paris et du doyen de la faculté des lettres est tout à fait sage. Les cours vont reprendre rapidement au fur et à mesure que cette agitation sera tombée. Cette pause devrait permettre aux esprits agités de se calmer et de réfléchir. Le calme ne va pas revenir à Nanterre. La faculté est fermée, l'agitation se déplace à Paris et gagne la Sorbonne qui est occupée. La police procède à son évacuation le 3 mai. Désormais, la contestation est au cœur du quartier latin. Premiers affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, avec aux avant-postes 2 reporters d'Europe numéro 1, Gilles Schneider et Fernand Choiseul. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez! Les étudiants chargent! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. Ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger avec des voitures, lançant de l'eau, des lances de pompiers, et les manifestants ne reculent pas. Au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, il y avait des infirmiers de la Croix-Rouge. Les manifestations, ils connaissent ça. L'un d'eux m'a dit hier soir, cela fait longtemps que je n'ai pas vu autant de violence. Du côté policier comme du côté étudiant, on s'est battu avec hargne.
Les étudiants ont même parfois chargé. J'ai même cru un moment que l'on frisait l'émeute. Les étudiants, pendant une demi-heure, avaient dressé une véritable barricade construite avec des pavés, des grilles qui protègent les arbres et des poteaux de signalisation. Quelques voitures en stationnement étaient placées en travers de la rue. Avec des pioches, les étudiants défonçaient le bitume. Un peu plus loin, des cars de police ont été pris sous une véritable pluie de pavés, de bouteilles. Les vitres des cars ont volé en éclats. Ça n'était plus de la bagarre, mais un véritable déchaînement de haine. J'ai vu par exemple allongée sur un banc une jeune fille, le visage blême, qui avait reçu un coup sur la tête. Un médecin se trouvait près d'elle pour la ranimer. Il demandait que quelqu'un téléphone pour appeler une ambulance, mais tous les cafés avaient fermé leurs grilles. D'un seul coup, les manifestants ils sont arrivés en trombe, ils voulaient tous rentrer à la fois. Le patron et nous, on s'est mis derrière les portes pour ne pas les laisser rentrer. Les gardes là, les RSS ou comment ça s'appelle ça, on ne sait rien, ils ont lancé les bombes à l'intérieur du café. Lundi 6 mai, une poignée d'étudiants s'apprête à comparaître devant une commission de discipline à la Sorbonne. Je proteste contre le terme d'enragé, parce qu'un enragé, c'est un chien enragé, c'est une bête malfaisance qu'il faut abattre. Quand il s'agit de jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, employer ce terme, c'est inadmissible. Dire d'un être qui est enragé, c'est de la diffamation. Vous comprenez ? Ce sont des jeunes gens exaltés. Mais enfin, est-ce que nous n'avons pas eu 20 ans nous-mêmes ? Est-ce que nous n'avons jamais été exaltés à 20 ans ou enthousiastes ? Ils m'ont reproché ma participation au mouvement du 22 mars et l'occupation des locaux administratifs. Ils m'ont en plus reproché quelques sabotages de cours, mais en fait, ils n'ont pu présenter absolument aucune preuve, ce qui fait que cette accusation-là saute. Mais le fait important est que vis-à-vis de cette occupation, nous sommes 7 inculpés et le mouvement a été fait par 142 personnes, puisque ce mouvement s'appelait aussi le mouvement des 142. Daniel Cohn-Bendit, votre chef? Non, Cohn-Bendit n'est pas notre chef. Cohn-Bendit a été transformé en leader par la presse, d'une part. Il a peut-être un peu joué ce rôle, il a même sans doute joué. Ceci dit, il n'est pas représentatif. Nous le représentons nous-mêmes, chacun. Il y a une manifestation de prévue ce soir, je crois, à 18h30. Oui, je crois. Vous en serez? Naturellement. Que comptez-vous faire? Casser la gueule au plus de flics possible. Le préfet de police est sur le terrain, aux côtés de ses hommes, toujours prêt aussi à dialoguer avec les étudiants. Maurice Grimaud va devenir un homme clé, certains diront un héros de ces journées de mai. Ce matin, les forces de l'ordre qui gardaient la Sorbonne, à la demande des autorités universitaires, avaient comme consigne d'assurer la garde et la préservation de ce périmètre, pour éviter que des manifestants ne puissent venir aux abords immédiats de la Sorbonne, forcer éventuellement les portes de la Sorbonne. Donc les précautions avaient été prises et un service d'ordre assez impressionnant avait été mis en place. On me le reproche, et à côté de moi, à ma gauche, des interlocuteurs, de jeunes interlocuteurs qui me le reprochent et qui pensent qu'il aurait mieux valu ne pas avoir ce service d'ordre aussi visible. Dans l'énervement, il est vrai, des étudiants vous l'ont dit tout à l'heure, j'étais présent, on peut reprocher aux policiers d'avoir tapé un peu n'importe où. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en sais rien, je ne peux pas dire, j'étais pas au moment où les policiers ont tapé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi qu'on comprenne que la tâche d'un policier dans des journées comme celle-ci est particulièrement dure et difficile. On attend d'eux qu'ils gardent un parfait sang-froid pendant plusieurs heures, et pendant ces heures-là, ils sont insultés, et j'ai entendu les insultes qui leur sont faites, et qui sont pas agréables. Il n'est jamais agréable de s'entendre traiter de SS. Ils ne sont pas SS, ils ont l'allure. L'étudiant intervient. Vous voyez le genre de réflexion. Quelle allure voulez-vous qu'ils aient? À partir du moment où on met à quelqu'un un casque et une matraque à la main, il a l'air d'un policier. C'est une allure qu'ont tous les policiers du monde. Voilà. Le préfet de police répond là à un étudiant. On pourrait mettre des policiers avec des petites ailes et un morceau de sucre à la main. Beaucoup de professeurs ont déclaré que si la police n'était pas rentrée vendredi dans la Sorbonne, tous ces événements ne se seraient pas produits. À votre avis, était-il nécessaire que la police intervienne ce jour-là? Le recteur a estimé à un certain moment que l'ordre était gravement troublé à l'intérieur de la Sorbonne et il a demandé au service d'ordre d'intervenir. Le service d'ordre est intervenu, a procédé à l'évacuation de la Sorbonne, qui s'est passée d'ailleurs, je dis, sans brutalité, de part et d'autre. L'évacuation s'est faite sans brutalité. Il est certain qu'à partir de ce moment-là, on peut penser que cette évacuation par la force de la Sorbonne a sûrement, en effet, contribué à échauffer l'atmosphère, puisque les incidents ont commencé à partir de ce moment. Monsieur le recteur, ces manifestations violentes du groupe d'étudiants extrémistes, certains les prennent au sérieux, d'autres les désavouent. On dit qu'ils ne représentent pas la majorité des étudiants, mais c'est indéniable, ils sont l'expression d'une crise de l'université. Eh bien, je pense qu'il faut d'une part les prendre au sérieux et d'autre part les désavouer. Quand j'ai affaire à des groupes d'étudiants qui ont montré hier, en dehors de la Sorbonne, qu'ils avaient, disons, un très solide entraînement en matière de possibilités
disons de guérilla, pour ne pas dire mieux, n'est-ce pas, qu'ils annoncent qu'ils empêcheront l'université de fonctionner, eh bien je suis tout de même obligé de considérer que des mesures de précaution sont obligatoires. Je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions d'Europe numéro 1. Je considère qu'en tant que Française, je peux me permettre de protester. Ce beau quartier de Paris encore va souffrir. Bilan de ces premières manifestations, 600 blessés, plus de 400 interpellations. En 2 jours, on est passé de 6 000 à 20 000 manifestants.